Charles Ier, influencé par son favori, rompt l'alliance avec la France. Cette rupture diplomatique isole l'Angleterre, la privant d'un allié naturel contre l'Espagne, mais Georges, lui, s'en moque. Sa fierté personnelle passe avant les intérêts du royaume. C'est alors qu'il commence à préparer une expédition militaire contre le roi Louis XIII. Mais cette guerre privée que Georges déclare à la France va coûter des milliers de vies anglaises. Oui, car cet homme, aveuglé par sa passion déçue, entraîne son pays vers un conflit sans issue. Et au seul motif, sa vanité blessée. 1626 marque le début des préparatifs militaires contre la France. Georges Villers est nommé généralissime des forces anglaises, et ce, malgré son incompétence notoire. Il rassemble une armée pour secourir les protestants français de La Rochelle. Cette expédition militaire masque en réalité sa soif de vengeance personnelle. L'opinion publique anglaise soutient initialement cette guerre religieuse. Les puritains voient en ce sens une croisade contre le catholicisme français. Ils ignorent que leur champion agit par dépit amoureux et non par conviction religieuse. Georges dépense sans compter pour équiper cette armée de la vengeance. Il fait ancrer au mouillage de nouveaux navires, recrute des mercenaires étrangers, achète des canons allemands. Cette mobilisation épuise les finances royales et pousse Charles Ier à convoquer de nouveaux parlements. Mais les députés anglais ne sont pas dupes et posent des questions plutôt embarrassantes. Pourquoi donc cette guerre si coûteuse? Quels en sont réellement les objectifs? Comment justifierons-nous de telles dépenses? C'est alors que Georges répond par des discours grandiloquents sur le protestantisme européen. Rappelons qu'il rêve de conquérir La Rochelle, d'humilier Richelieu, de pousser le roi Louis XIII à abdiquer. Ainsi se pourrait-il qu'il puisse reconquérir le cœur de la reine. Et avec les honneurs, s'il vous plaît, donc par la gloire militaire. Juin 1627, Georges Villers embarque à Portsmouth avec une armée de 7000 hommes. Direction La Rochelle. Cette expédition, qu'il présente comme étant la plus grande opération militaire depuis Azincourt, tourne immédiatement au cauchemar logistique. Oui, car le plan stratégique révèle bel et bien l'incompétence de Georges en matière militaire. Pour secourir La Rochelle assiégée par les troupes royales françaises, il décide d'abord de s'emparer de l'île de Ré, position censée contrôler l'accès à la ville protestante. Mais cette logique défie tout bon sens. L'île de Ré se trouve à 15 km de La Rochelle. Et par conséquent, il contrôle absolument rien du tout. Les débarquements sur les plages de Ré tournent au cauchemar. Les chaloupes anglaises s'échouent sur des bancs de sable. Les soldats débarquent dans la confusion. Le matériel militaire reste bloqué sur les navires. On croirait assister à un sketch. Georges découvre avec stupeur qu'on ne dirige pas une armée, tout comme l'on dirige une salle de réception. Face à lui, le comte Touras commande la garnison française de Saint-Martin-de-Ré, fort principal de l'île. Cet officier expérimenté observe avec amusement les erreurs grossières de son adversaire anglais. Georges lance ses attaques le 20 juillet 1627. Les assauts frontaux contre les remparts de Saint-Martin se brisent face à la défense française. Les canons anglais manquent de poudre. Les échelles d'assaut sont trop courtes. Les soldats anglais perdent confiance en leur chef. Incapable, le siège de Saint-Martin s'éternise dans l'horreur. Georges Villers, incapable de reconnaître son échec, multiplie les attaques suicides contre les défenses françaises, sans faire progresser d'un chouï l'avancée des lignes de siège. Les conditions de vie de l'armée anglaise se dégradent. Les vivres se mettent à manquer. L'eau douce devient rare. Les maladies et épidémies déciment les effectifs. Georges, logé dans un pavillon confortable loin du front, refuse de voir cette réalité. Plutôt que cela, il vit dans l'illusion d'une victoire prochaine, lavant son honneur. Les soldats anglais voient leurs camarades mourir inutilement pour satisfaire l'orgueil d'un courtisan incompétent. Certains officiers tentent de le raisonner, de faire comprendre à Georges l'impossibilité de cette mission et abandonner. Mais Georges, plutôt que de se résigner, cet homme prétentieux préfère s'obstiner. En septembre, les renforts français arrivent sur le continent et ce sous le commandement du maréchal Schomberg. C'est alors que Georges se retrouve piégé. Impossible de reprendre Saint-Martin et impossible de rester sur l'île de Ré. Le 8 novembre 1627, après près de 4 mois de siège inutile, Georges ordonne enfin la retraite. Cette évacuation précipitée tourne à la débâcle. Les soldats anglais abandonnent leurs canons, leur matériel, leurs blessés sur les plages de l'île de Ré. Ça n'est pas moins de 4000 hommes qui auront péri dans cette aventure insensée. Le retour de Georges Villers en Angleterre, décembre 1627,
provoque un tollé national. Les familles endeuillées par cette guerre inutile expriment ouvertement leur mécontentement ainsi que leur colère contre le favori royal. Dans les tavernes de Londres, on entend des chansons satiriques qui moquent Steny le Beau. Steny en référence à Saint-Étienne du fait de sa beauté angélique. Des pamphlets anonymes circulent dans la capitale, dénonçant la corruption ainsi que l'incapacité de Buckingham. Des articles révèlent l'étendue de la haine que George suscitait désormais. Le Parlement, convoqué en 1628, explose en récrimination contre le favori. Les députés dressent une liste accablante de ses crimes. Corruption systémique, détournement de fonds publics, incompétence militaire, influence sur la couronne, ils exigent sa destitution immédiate. Charles Ier vole au secours de son protégé et réfute catégoriquement les charges portées contre lui. Il dissout le Parlement plutôt que d'accepter les mises en accusation contre son favori. Et dites-moi donc pourquoi devrions-nous être plus royalistes que le roi? Cette confrontation entre la couronne et la représentation nationale aggrave la crise constitutionnelle anglaise. George, aveuglé par son orgueil, refuse d'admettre sa responsabilité dans cette débâcle. Il rejette la faute sur ses subordonnés, accuse les espions français d'avoir tout fait saboter et dénonce la lâcheté de ses soldats. Cette mauvaise foi achève de le discréditer aux yeux de l'opinion. Malgré l'échec cuisant de La Rochelle, sa fierté blessée l'empêche d'accepter une telle humiliation. Il veut absolument prendre sa revanche sur Richelieu et prouver à la reine Anne d'Autriche sa valeur militaire. Été 1628, le voici qu'il rassemble une nouvelle armée à Portsmouth. Et cette fois-ci, il mise tout sur une offensive massive qui doit effacer l'humiliation précédente. Il dépense les dernières réserves royales pour équiper 8000 hommes ainsi qu'une flotte imposante. Pour lui, cette campagne représente bien plus qu'une opération militaire. Il s'agit là de sa rédemption personnelle. Merci Sir William Sampetro pour le micro-cravate, qui à ma connaissance est le seul whitey qui met un pouce black lorsqu'il like.